L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos. Et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements doivent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement sans détruire en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre, sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des canaux. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Nous vous invitons ce soir à rencontrer Carole Giraud, Maximilien Ripoche, Sophie de Maintenon pour vous présenter ce projet Résilience d'envergure nationale. Résilience est né pendant la crise du Covid pour répondre à une urgence vitale, fabriquer très rapidement une très grande quantité de masques de protection. Les créateurs de cette coopérative ont fait le choix ambitieux de transformer cette crise sanitaire en une opportunité pour les PME du textile français, les entreprises d'insertion et les structures de l'économie sociale et solidaire. Je vais maintenant laisser la parole à Carole, Maximilien et Sophie pour une présentation plus détaillée du projet. J'arrive. Hop. Et j'avance. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup Noémie pour l'invitation aujourd'hui et cette plateforme pour nous possible de raconter l'histoire du projet Résilience. Alors, on va, Maximilien, Sophie et moi-même, vous présenter dans un premier temps le projet, la jeunesse du projet, effectivement ce qu'il y a derrière. Et ensuite, comment est-ce qu'à partir de ce projet, on est parti d'un projet dans l'urgence à une structuration de filière et quelles sont aujourd'hui les opportunités pour justement l'économie sociale et solidaire. Alors d'abord, je me présente. Donc, je suis Carole Giraud. Donc, je m'occupe de l'identité de la communication du projet Résilience. Je suis cofondatrice et vice-présidente du projet Résilience. Et ce projet est né un 23 mars de cette année. Et l'objectif était de créer une coalition alors assez originale des acteurs et de l'économie sociale et solidaire et des PME, soutenus aussi donc, par le Haut Commissariat à l'inclusion et à l'engagement des entreprises pour pouvoir fournir en urgence des masques parce qu'à ce moment-là, il y avait une pénurie de masques. Alors, on a vu qu'en 3 mois, les choses ont évolué. Mais en tout cas, de pouvoir fournir des masques produits en France et de permettre un soutien à l'emploi et notamment le soutien à l'emploi des personnes les plus défavorisées dans ce contexte et qui le seront peut-être davantage suite à cette crise. Alors, merci. Alors, le 17 mars, si on revient un tout petit peu en arrière, c'est effectivement extrêmement compliqué de trouver des masques. On doit se protéger et on se rend compte que c'est un accessoire qui va devenir indispensable déjà pour se protéger et également protéger les autres. La slide d'après, c'est le message que je reçois. Donc, vous voyez, vendredi 27 mars, donc j'étais indépendante. Je travaillais pour une agence qui avait pour mission
soit d'aider les entreprises à avoir des collections avec un sourcing plus équitable, ou bien les accompagner dans leur démarche RSE, notamment sur une nouvelle identité ou une transmission dans l'entreprise, le digital ayant aussi forcé les entreprises à se remettre en question. Et puis, donc à l'initiative du Haut-Commissariat et puis par une personne, on en parlera justement à la fin, qui est le fondateur de Veja, qui est Sébastien Kopp, on se demande, est-ce qu'on peut fabriquer des masques made in France? Et avec mon associé, on est appelé et on va se dire, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir créer cela? En quelques jours, va naître le projet. Oui, tout à fait, tu peux. C'est mon petit symbole à Noémie pour lui dire, tu peux passer à la slide suivante. Donc, on va créer en quelques jours un projet, une fédération et à la fois un label, et on y reviendra. Créer des assets pour rallier au maximum tous les acteurs de la filière textile qui vont, en plein confinement, remettre certaines personnes au travail. Ah, attendez, excusez-moi, il faut que je... Hop. Et dans l'urgence, se dire comment est-ce qu'on va fabriquer des masques. Et effectivement, on se dit qu'on va pouvoir le faire ensemble et solidairement, à la condition que les personnes puissent être rémunérées et que l'on puisse offrir un masque avec un prix convenable, donc accessible à tous, et des masques lavables pour essayer de protéger au maximum nos écosystèmes. Donc, les fondateurs, très rapidement, donc Stéphanie Dufour, qui est très familière justement de l'économie sociale et solidaire, Christophe Lépine, mon ancien associé, et moi-même, à l'appel donc d'un haut-commissaire. Et ce que nous avions dit justement avec Christophe ce fameux 27 mars, c'est qu'on a la possibilité de fabriquer un masque, on a trouvé le sourcing, en revanche, on a besoin de trésorerie. Et donc, c'est une grande famille du nord de la France qui fait un don sec et qui dit, nous finançons le matériel pour fabriquer ces masques et nous finançons aussi la possibilité de rémunérer les personnes qui vont travailler. Le projet initial, le 3 avril, donc sur les premières interviews que je vais mener, c'est 2 millions de masques. Pour 2 millions de masques, pour information, c'est 1600 km d'élastique et 375 000 m² de tissu. Mais très rapidement, on se dit... Excusez-moi. Non, vas-y, c'est parfait, c'est nickel. On se dit le 20 avril, si on en fabriquait plutôt 20 millions. Et donc, si vous faites les maths très rapidement, c'est 16 000 km d'élastique, et ça, Maximilien pourrait bien vous en parler, et 3 750 000 m² de tissu, donc 3 750 km². Et pour fabriquer tous ces masques, on va créer un process, et Maximilien, une nouvelle fois, il reviendra tout à l'heure, mais un process qui va devoir mailler le territoire français de toutes les entreprises, que ce soit des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion, des ESAT, ou bien alors des PME du textile et même de la chaussure, qui se sont levés et qui ont rallié notre cri en disant on arrive et on est solidairement avec vous pour fabriquer ces masques. Et ce qui a donné donc, cela en 6 semaines, 100 ateliers, donc privé, insertion, économie solidaire, comme je vous le disais, et on a réussi à mailler toute la France. Merci. Alors, les ambitions, quand on réalise en un mois, et je viens d'entreprises où j'ai mené des projets d'envergure et parfois dans l'urgence, je n'avais vraiment jamais vécu cela. Maximilien était là aussi dès le départ. Et ce que nous nous sommes dit très rapidement, c'est que ce projet-là ne pouvait pas uniquement rester un projet autour des masques, mais qu'on était en train d'agir tous conjointement pour la relocalisation de l'industrie textile, qui a été, vous le savez, complètement décharnée sur ces 20 dernières années, délocalisée, avec la perte d'un savoir-faire,
avec aussi la perte de sourcing tout simplement. Aujourd'hui, nous n'avons plus de champs de coton à disposition. Et finalement, on était en train de construire l'avenir industriel, entre guillemets, inclusif, innovant, et surtout, ce qui est fondamental dans nos valeurs, c'est de faire attention à nos écosystèmes, attention à la nature et attention aux humains qui travaillent. Donc aujourd'hui, résilience, alors on a pris la parole, alors il a fallu parfois se déconfiner. Notre objectif, c'est de vraiment mettre en lumière ceux qui font. C'est une petite aparté, mais qui est importante, notamment aujourd'hui sur cette intervention, pardonnez-moi pour les canaux. Même si auparavant, je collaborais avec des marques dans une démarche éthique, équitable, où je cherchais à accompagner les entreprises vers une démarche RSE qui ait du sens. Quand on travaille, alors moi j'ai toujours été plutôt dans le sport et la mode, l'économie sociale et solidaire est quelque chose finalement que l'on touche difficilement du doigt. On travaille avec des PME, des grandes entreprises, et ce qui a été fondamental et extraordinaire, c'est de réussir à rallier à ce projet à la fois des entreprises privées, donc ça pouvait être de collaborateurs, des clients, je pense au groupe Roturo, Coq Sportif, à Maison Fabre, qui est une ganterie à Millau, qui travaille dans le luxe, mais également des acteurs de l'inclusion, donc les administrations pénitentiaires, associatifs. Le Souffle du Nord, je crois qu'il y a 4 jours, a fabriqué son 500 millième masque. Et c'est avant tout un... Je peux pas lire les questions-réponses sur ça parce que je suis pas répondre. On t'entend, Noémie. C'est un véritable projet, une coalition inclusive. Et l'outil de production aujourd'hui, alors même si on en parlera, on a même sorti de terre de nouvelles usines, notamment dans le nord de la France, dans ce berceau du textile. L'outil de production est avant tout le travail et l'engagement de toutes les personnes qui se sont mis à coudre des masques, et pour une grande partie d'entre elles, des personnes qui n'avaient pas forcément touché de machine à coudre. Donc, c'est même l'apprentissage d'un nouveau métier et chercher un savoir-faire qui avait disparu, en tout cas, sur une partie de la population. Alors, c'est une solidarité inédite. Et ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est que vous voyez à gauche une personne qui a travaillé dans les premières usines à Roubaix, qui fait partie du collectif Anti-Fashion, qui est une jeune qui aime la mode et qui s'est mise à rejoindre dès début avril le projet Résilience pour fabriquer des masques. Et de l'autre côté du prisme, et c'est toute la beauté de la transmission de cette filière, une dame qui a 73 ans et qui cousait, si je ne m'abuse, je crois que c'était 250 masques par jour. Et c'est une bénévole. Et ça a vraiment été une solidarité que je pense inédite, en tout cas à ce jour pour la filière textile. Alors, ça, c'est le manifesto que nous avons écrit au tout début, à partir du moment où on s'est dit que nous allions faire autre chose que des masques. Et dans les tuyaux vont arriver, enfin, une de nos velléités est de devenir le producteur numéro 1 de t-shirts en Europe inclusif. Alors, un produit résilient, c'est 5 points qu'il faut juste retenir. C'est un produit éco-conçu, c'est-à-dire que dès le départ, on se pose la question de son cycle de vie et surtout s'il est en harmonie avec les écosystèmes. Et il va intégrer le recyclage dès sa conception. C'est un produit à dimension sociale, c'est-à-dire que on veut une transparence totale de nos produits. Donc, on parle beaucoup de blockchain. Nos produits seront des produits sous ces process-là. C'est-à-dire que par une puce RFID, on aura la lisibilité totale depuis le sourcing jusqu'à l'arrivée au consommateur d'un produit résilience et jusqu'à qui l'a fabriqué. Et il y aura toujours une dimension sociale. Il y aura toujours un passage justement dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est également un produit à dimension culturelle et locale. Typiquement, tout à l'heure, je vous parlais des gants Fabre à Millau. Eh bien, si demain, nos gants Made in France doivent être faits, on déterminera les zones où il y a peut-être un savoir-faire local et culturel précis.
Un produit chargé d'humanité. Je vous le disais, c'est également dans le produit à dimension sociale. On veut prendre en compte, et même pour nous en interne dans le projet Résilience, le bien-être de toutes les personnes et que ce ne soit pas uniquement un vœu pieux. Et toutes les personnes aujourd'hui avec lesquelles je collabore sont des personnes extrêmement bienveillantes qui sont dans ce partage de valeurs. Et en tout cas, pour moi, après 20 ans de carrière, c'est une grande première et j'en suis très fière. Et le 5e point de notre manifesto de produits résilience, c'est l'union des savoir-faire des spécialistes de la fabrication française. Parce qu'il existe, il reste des savoir-faire aujourd'hui sur notre territoire et c'est le moyen aussi de les mettre encore plus en avant et puis de les transmettre à nos ateliers d'insertion et les ateliers adaptés. Alors, nos références rapidement, on a pu avoir la confiance de grands acteurs et notamment de la mairie de Paris sur des appels d'offres en urgence, de L'Oréal, de Système U, de Pôle emploi. En tout cas, des personnes nous ont fait confiance par l'aspect inclusif de notre projet. Sur la partie communication, très rapidement et presse, c'est juste que pour pouvoir mettre en avant et en lumière les savoir-faire et une nouvelle économie, il était indispensable, d'où ma pierre à l'édifice dès le départ, de montrer ce qu'il se passait derrière pour voir que c'était un projet qui était réel. Pardon. Tu peux passer après sur la presse. Je ne savais pas que c'était... c'est bon. Donc, la communication qui a été nos premiers leviers de communication, c'est... parce que là, il faut penser que nous étions en plein confinement, c'est prendre des photos dans les ateliers et ce sont les vraies personnes qui fabriquaient les masques. Alors, on a toujours rajouté quand les personnes n'ont pas leur masque, elles l'avaient enlevé pour la photo. Mais en tout cas, c'est la mise en lumière des personnes qui œuvrent pour notre protection et qui demain vont collaborer pour pouvoir fabriquer des t-shirts, des sacs qui seront... Alors, Made in France est un peu éculé comme concept. C'est le low impact. Le low impact, c'est de se dire qu'un produit, si par exemple, demain, on veut faire des t-shirts pour le Centre Pompidou, à l'effigie de l'exposition. Ce t-shirt-là, on fera en sorte qu'il ait été fabriqué dans des ateliers à moins de 100 km afin que l'empreinte carbone et les transports aient été minimisés au maximum. Le low impact, voilà, donc ça, c'est notre prise de parole. Et puis, tu peux y aller après. Nous avons également lancé une communication alors pour plus vidéo, parce que ces acteurs-là, il est extrêmement important qu'ils prennent aussi la parole et qu'on réalise à quel point avoir un projet inclusif qui permet de retisser du lien sur tout le territoire a permis de galvaniser des personnes qui étaient convaincues de cela avant même l'existence du projet Résilience. Je travaille chez Logins depuis mai 2017. On était parti sur 1 750 000 masques et qu'aujourd'hui, je crois qu'on a passé la barre des 10 ou 12 millions en commandes. On a démarré avec très peu de coupeurs. Je crois qu'on a démarré avec 2 coupeurs, ensuite avec 4 ou 5 assembleurs, c'est-à-dire ceux qui confectionnent. Et puis d'un seul coup, on m'a dit la liste s'allonge de confectionneurs. Et puis quand on arrivait à voir qu'on expédiait par DPD des palettes entières, que le camion devait faire 2 tours, on s'est dit qu'effectivement ça prenait des proportions à la limite industrielles. On est sur quelque chose qui nous permettra de reprendre la main sur un savoir qu'on a sans doute perdu et une responsabilisation de nos industriels en France. Résilience avec les masques pour l'instant est sans doute la chose la plus importante, qu'on réalise correctement le projet. Alors, Patrick travaille chez Logins, qui a été et qui est toujours notre plateforme logistique. Et Maximilien pourra peut-être en parler parce que sous 2 aspects, c'est son intervention, et en tout cas l'intervention de Logins est extrêmement importante. La première parce qu'elle fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et la seconde parce que c'est un partenaire qui est extrêmement fiable et qui s'engageait déjà dans cette volonté de reprendre la main finalement sur nos destins.
et d'où ces témoignages qui sont extrêmement importants pour la relocalisation de la filière. Oh, pardon. Alors justement, je passe la main à Maximilien, qui était là également depuis le départ, qui peut vous dire comment est-ce que nous avons réussi finalement l'impossible et comment est-ce que désormais la relocalisation est plus que concrète et nous allons aller au-delà des masques. Merci Carole. Alors, juste pour revenir d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Maximilien Ripoche. J'ai une fonction de chef de projet transverse au sein de Résilience sur la plupart des projets qu'a cité Carole au préalablement, sur l'impact environnemental et la traçabilité. Et j'ai rejoint Résilience en tant que couteau suisse début avril pour structurer en fait le projet et mettre en place cette filière française. Et là, je vais te demander de passer, Noémie, s'il te plaît. Alors, comment on a fait pour relancer la filière? D'abord, on s'appuie sur l'existant parce que Résilience n'a pas la prétention de dire que nous sommes une nouvelle industrie du textile ou autre, ou de réinventer la poudre, mais on a la prétention de dire, voilà, on va prendre contact avec tous ceux qui travaillent et qui ont un savoir-faire réparti sur toute la France. Là, ça serait bien que la petite carte réaffiche. Tu peux aller jusqu'au bout. Fini. Voilà, donc moi je vous parle en fait de la répartition nationale de Résilience. Vous avez vu qu'il y a des points rouges sur toute la carte. Donc ça veut dire qu'on est présent sur toute la France, mais ce n'est pas Résilience avec ses propres salariés qui ont pu faire en sorte d'avoir plus de 800 personnes mobilisées en 2 mois. Non, en fait, c'est déjà des acteurs textiles qui sont implantés localement, qui ont un savoir-faire, qu'on a mobilisé sous forme de candidature avec l'aide du ministère du Travail aussi en l'occurrence. On a fait un appel, voilà, qui a des compétences dans la couture, dans la confection et qui veut participer en cette période difficile où les gens ne vont pas au travail forcément par peur du Covid, etc., pour confectionner des masques. Et du coup, ça donne cette carte super étendue et on garde en tête que dans cette carte, on a 90% de nos ateliers qui sont soit des entreprises adaptées, soit des entreprises d'insertion, des prisons aussi, donc du service pénitentiaire, et après des partenaires privés, des PME du textile qui se sont associés à nous. Et tout ça pour dire qu'en fait, notre filière, c'est un ensemble de partenariats, c'est une fédération d'acteurs qui se mettent au service de tous. Donc là, c'est la carte juste avant de tous ceux qui ont participé. Et donc voilà, Résilience agit vraiment en fédérateur, en catalyseur d'énergie, catalyseur de savoir-faire. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément facile. On n'est pas juste une même personne, enfin un même lieu, tous réunis, surtout en période de Covid, où alors on était tous chez soi, au téléphone, avec des Zooms à multiplier les interventions et avec plein d'ateliers partout. Donc forcément, on a dû adopter un fonctionnement agile, un fonctionnement décentralisé, digital, collaboratif. Et ça s'est fait d'abord en interne parce que aussi chez nous, chez Résilience, on utilise donc ces modes de fonctionnement-là avec beaucoup de responsabilisation, d'autonomie, de digital. Et puis après, ça s'est fait sur la structuration de la filière de façon en fait générale sur toute notre logistique. On a commencé, comme vous l'a dit Carole, avec un objectif de 2 millions de masques et on avait un approvisionnement avec un tissu, une sorte d'élastique et on avait 2 coupeurs et 4 ateliers de confection. Donc en gros, on était 7 partenaires à travailler ensemble
Et puis en l'espace de 2 mois, on est arrivé à plus de 120. Et donc, moi, j'ai participé à cette structuration-là. Et la structuration n'a pu être possible qu'avec une logistique gérée d'une main de maître par Logins. Et aussi parce que chaque atelier a répondu présent à la candidature en disant « moi, je veux participer au projet ». Et Résilience a fait en sorte de gérer l'approvisionnement en matières premières, donc en tissu, en élastique, dans un contexte où les frontières se ferment, donc les approvisionnements se raréfient puisqu'on n'a pas forcément ce savoir-faire en France. Donc on a aussi sourcé en France de façon à avoir déjà un produit qui est 100% français et en plus aussi répondre de façon urgente à ce besoin de confection. Donc Résilience, voilà, on a fait ça et on a fait en sorte de fournir aux ateliers des kits de confection prêts à l'emploi, donc avec du tissu, un carton, des emballages et des élastiques. Tout ça, donc l'atelier confectionne, le renvoie à Logins qui va être vraiment notre nœud de distribution et qui après Logins peut le distribuer aux clients. Et sur les masques, on a eu plus de 4000 clients dans toute la France avec des quantités différentes. Donc la structuration de la filière s'est faite comme ça. C'est fait comme ça avec des petits acteurs. Donc il y a des ateliers avec 5 personnes seulement qui confectionnaient, avec des ateliers qui sont passés à 50, voire plus, comme on l'a fait à Aircube. Donc Aircube, ça c'est l'atelier Résilience en propre, c'est notre laboratoire et c'est là où dans le futur, ou même en fait ce futur qui est actuellement maintenant, où on est déjà en train de prototyper la suite de nos produits, on va faire des pré-séries là-bas. Aircube, ça dit quoi? C'est Roussel, Roubaix, Résilience. Roussel, c'est un premier marqueur, c'est un nom que vous connaissez peut-être. C'est la plus ancienne des familles dans le nord de la France impliquée dans l'industrie textile. C'est-à-dire que c'est une famille qui réside toujours à Roubaix et qui a commencé et qui vit là-bas depuis le Moyen-Âge et qui a commencé dans l'industrie textile, qui après s'est segmentée et a distribué les activités dans le Nord. Et donc, c'est un symbole pour nous, pour dire, voilà, Résilience revient dans cette industrie-là et on va relancer. Et c'est ça notre ambition, c'est de relancer cette industrie. À Roubaix, puisque Roussel est basé à Roubaix et que notre atelier est là-bas comme un symbole fort aussi dans une région qui a perdu beaucoup de son emploi durant les 30 dernières années. Et le troisième R du Aircube pour Résilience. Roubaix, pour vous donner une idée, c'était la photo que vous voyez, c'était vide début avril. 2 semaines plus tard, on avait 190 machines, une centaine de personnes, et 3 semaines plus tard, on avait 220 personnes qui travaillaient pour la confection des masques et pour remplir cet objectif de 20 millions de masques lavables pour répondre à la demande au maximum avant le 11 mai, donc le déconfinement. J'ai fini, je passe la parole à Sophie, qui va vous expliquer la suite. Merci. Merci Maximilien. Alors moi je m'appelle Sophie, je suis responsable des partenariats chez Résilience. Je suis arrivée il y a 2 mois, donc la machine était déjà lancée à fond et donc je peux témoigner moi aussi que c'était assez inédit pour moi comme rythme et pourtant j'ai travaillé dans l'événementiel, mais effectivement c'est une machine qui a été très très vite. Donc responsable partenariat, en fait, qu'est-ce qu'on entend derrière ces partenariats? C'est vraiment toutes les relations que nous avons nouées et que nous nouons encore avec tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire et du privé, qui sont dans une démarche, donc on a compris, Made in France et inclusive. Donc Maximilien l'a dit, je ne vais pas me répéter, mais ça va vraiment de la grande, voire de la très grande entreprise inclusive jusqu'au petit ESAT local à quelques personnes. Donc, on a un panel hyper large et vraiment une véritable diversité. C'est ça aussi la force de Résilience. Donc, Carole et Maximilien vous ont raconté la jeunesse du projet et pour cause, ils étaient là depuis le début. Ils vous ont raconté comment en quelques semaines, nous avons structuré ce réseau. Moi, j'aimerais plus vous parler on va dire du pourquoi et de quelles opportunités Résilience a pu représenter
pour nos fameux partenaires. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que j'aimerais vous dire en intro de cette partie finale, c'est que Résilience, Carole l'a dit, fonctionne comme une fédération. Donc, c'est une fédération d'acteurs. Résilience, c'est nous, aujourd'hui, nous travaillons pour Résilience, mais c'est aussi tous nos partenaires. Et l'idée, c'est que chaque membre soit vraiment acteur au sein de cette fédération, et apporte sa contribution et sa part, à sa mesure. Et ça, en réalité, c'est assez inédit. Pourquoi? Et vous le savez, les acteurs du privé et les acteurs de l'inclusion n'ont pas franchement l'habitude de travailler ensemble. Et en réalité, on est un bon exemple chez Résilience, puisqu'on a Maximilien, qui est un vrai spécialiste de l'ESS. Moi, j'étais en transition vers l'ESS, mais j'ai fait tout mon début de carrière dans le privé. Et Carole travaillait sur des problématiques RSE, mais a toujours travaillé dans le privé. Donc, vous voyez, même au sein de Résilience, on se retrouve à travailler ensemble et pour des gens qui étaient très spécialisés dans leur domaine. Donc, on est un peu... figure de proue, on va dire, à ce niveau-là. Donc, des acteurs du privé et de l'inclusion qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, et j'irai même plus loin. Intra-inclusion, on a de très, très gros acteurs qui pèsent du poids, mais qui eux-mêmes, dans le secteur même de l'inclusion, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, Résilience agit vraiment à ce niveau-là comme un accélérateur. Et donc là, je reprends un petit peu les propos de Maximilien. L'idée pour Résilience, c'est de dire les compétences étaient là, les compétences sont là, mais l'idée, c'est le travailler ensemble. Donc, on est vraiment persuadés, nous, chez Résilience, et c'est vraiment notre lame de fond, que le futur de l'économie passera par là, par la relocalisation, par l'inclusion. Voilà, et c'est ce qu'on essaie de commencer à créer. Et Carole a donné, je rebondis, l'exemple de Veja, qui travaille désormais avec notre entrepôt Logins, qui est une entreprise d'insertion. Voilà, Céline, tu peux passer, s'il te plaît. La slide suivante. Merci. Alors, le développement des partenariats, donc Maximilien, on a un petit peu parlé. Donc, travailler ensemble, c'est bien, mais le but, c'est quand même que tout le monde y gagne quelque chose. Et donc là encore, Résilience agit comme un accélérateur pour apporter de nouvelles perspectives, voire de nouveaux débouchés. Donc, on a des acteurs, on l'a dit, assez régionaux, régionalisés, que ce soit nos PME, nos acteurs de l'insertion, Et la Résilience avait accès à de gros prescripteurs, Carole en a cité quelques-uns, et donc accès à des marchés d'envergure que nous avons amenés, qui ont généré des commandes, ces commandes ayant généré des emplois. Ces emplois, alors qui dit emploi dit il faut mettre des machines derrière ces gens, donc investissement dans les machines, investissement dans la formation, et tout cela créant un véritable cercle vertueux et en réalité un challenge vraiment qui vient du marché. On a des commandes, donc on structure, on est tous ensemble et on y va, on y répond. Et donc voilà, Carole a parlé du nombre de masques qui avaient été distribués, mais le masque, c'est vraiment juste la step 1 de Résilience. Et donc du coup, Céline, tu peux passer à la slide d'après, Donc, le développement de la fédération, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est toujours en construction. Résilience, ça a 3 mois. Et ce qu'on veut, ou plutôt ce qu'on ne veut pas en réalité, c'est d'être dans cette relation donneur d'ordre, prestataire de confection. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. On l'a dit, si on est une fédération, c'est pour travailler ensemble. Donc, la step 1, c'était vraiment les masques. Les masques, c'était un projet clé en main. On a sourcé la matière première, on donne les kits et nos partenaires agissent sur la logistique, sur la confection, etc. La bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que déjà, il y a d'autres projets qui arrivent derrière. Et la bonne nouvelle, c'est que cette step 1, nous, on l'a un peu vu comme une opportunité, on va dire, de transformer, pas encore le merci, bientôt, de transformer la crise en faire d'une crise une opportunité. Un masque, en réalité, c'est assez facile à faire. Le processus de confection est assez simple. Bon, si moi je le dis, alors je ne suis pas couturière, c'est que c'est le cas. Et donc, on a commencé sur les masques, on se forme. Et demain, il y aura d'autres projets. Carole en a parlé. Notre grand projet, c'est aussi d'aller faire un t-shirt made in France. Ça fait partie des projets qui sont dans le pipe, des blouses. Et donc, voilà, on accompagne, on a vraiment formé, on a accompagné au cas par cas. Et notre ambition demain, ce sera aussi que intra-réseau, nos partenaires aillent se former les uns les autres. Et quand je parle de formation, évidemment, je parle de production, puisqu'on est dans le textile. Donc, on parle textile, on parle production.
production, mais aussi une collaboration et une co-construction qui va se faire aussi sur le développement produit, sur les développements produits, sur le développement commercial, on a déjà amorcé ça, sur la logistique, on a parlé de logins, et puis sur la communication. La Carole a travaillé énormément à mettre en lumière nos partenaires, mais l'idée, ce sera aussi que la lumière se fasse des deux côtés. Voilà pour cette dernière partie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir écouté notre projet. Merci beaucoup, c'était très clair et très intéressant. Je vais me permettre de vous poser quelques questions qui étaient dans le chat Facebook. On va essayer d'aller assez vite puisque nous sommes évidemment en retard, comme d'habitude. Ah oui, il faut que j'arrête mon partage d'écran, excusez-moi. Je suis trop pris dans ce qui se passe. Je vous laisserai décider qui répond à chaque fois, hein. Alors, le projet Résilience s'adresse-t-il uniquement à des industriels? Donc, j'imagine que derrière le terme industriel, c'est des gens qui ont une grosse capacité de production. Non, je crois que Sophie y a répondu il y a 3 minutes. Pas du tout, puisqu'on a des ateliers. Typiquement, Emmaüs, qui est au 104, travaille avec 4 personnes ou des petits ateliers ailleurs en France. Et ça peut être des ateliers de 3 ou 4 personnes. Et justement, Aircube, c'est la dernière newsletter que nous allons faire partir demain. C'est à la fois un atelier de test sur les produits, mais aussi un atelier de test sur l'outil de production. Se dire que si on a 3 ou 4 machines, quelles peuvent être la possibilité. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et j'imagine peut-être que ça vient d'une personne qui est couturière ou qui a un atelier ou quelque chose comme ça. Et s'ils veulent rentrer dans le projet Résilience, quelle est la démarche qu'ils doivent suivre? Vas-y, Sophie. Vous appelez sur votre 06? Non. Pardon? Écoute, vous appelez sur votre portable, j'imagine. Alors, pendant 2 mois, et pourtant j'ai 2 portables, c'était le cas, effectivement. Mais maintenant, le processus, donc là, on est en train de finaliser les masques et de mettre en place des nouveaux produits. Et je crois que Sophie, je lui laisse la parole sur comment rejoindre quand on est un atelier, le projet Résilience. Alors, comment on rejoint quand on est un atelier résilience? Écoutez, c'est très simple. On a un petit formulaire de contact qui se trouve sur notre site internet, projet-résilience.fr. Et donc, voilà, on dépose une candidature. Et après, vraiment, donc c'est par mois que ça se passe, l'onboarding, comme on l'appelle, de l'atelier. Et l'idée, c'est vraiment d'être… donc, on a aussi un manifesto partenaire. Et l'idée, avant tout, c'est d'être en phase. Et ça, c'est, on va dire, notre règle numéro 1, d'être en phase sur les valeurs. Donc, on en a parlé, hein, je ne vais pas me répéter, le Made in France, le local et l'inclusif, le local et le social. Voilà. Alors, une autre question de Alice. D'où provenaient les kilomètres de tissu nécessaires à la fabrication des masques? C'est une excellente question. Si on avait eu la réponse, on l'aurait prise. Bien, en fait, il y a Christophe Lépine, qui est un des fondateurs aussi, avait accès à des sourcings d'élastique parce que c'est son métier. Donc, c'est des usines, des partenaires. Mais le problème, c'est qu'on s'est retrouvé confronté à une augmentation de la demande. On le voit bien aujourd'hui, hein, puisque les masques français sont en surproduction. Et puis, donc, on a eu plusieurs possibilités. On a eu plusieurs sourceurs, plusieurs fournisseurs pour ces élastiques, ce qui a donné lieu parfois à des problématiques et à la fois de montage d'élastiques, de solidité. Et voilà, donc on en a eu plusieurs avec un qui a été finalisé à la fin. Maximilien, si tu veux compléter. J'ai pas besoin de compléter, c'est très bien. Merci. Parole. Une autre question qui va un peu dans le même sens, c'est comment s'est organisé l'approvisionnement? L'approvisionnement, la façon dont il s'est… Comme je vous dis au début, le 27 mars, ils ont appelé des personnes dont c'était le métier quand même. Donc, des personnes dont on faisait, moi, une partie… l'agence que nous avions, on travaillait avec de très grands donneurs d'ordre, donc on avait un réseau, forcément. Donc on a sollicité ce réseau d'approvisionneurs en premier lieu.
Merci. Ensuite, alors là, ça va être plus être des questions sur l'économie circulaire. Donc, avez-vous pensé à utiliser des chutes de tissus d'entreprises partenaires pour favoriser du coup le réemploi, la réutilisation? Alors ça, c'est sur ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est-à-dire on va lancer l'école Résilience, une école qui sera en ligne, qui s'appellera Génération Résilience d'ici 15 jours, où il y aura les 3 premiers modules. Et le premier module, c'est un module d'upcycling. Parce qu'effectivement, c'est fondamental pour nous d'avoir des produits low impact, donc des nouveaux produits, mais aussi d'avoir des produits upcyclés, pareil problématique sur laquelle on travaillait depuis des mois au préalable. Et sur la partie des masques, la raison pour laquelle on a commencé avec des masques, et c'est un tissu qui est... j'ai un petit garçon, peut-être. C'est que nous voulions des masques qui protégeaient de catégorie 1 et donc qui ne soient pas des masques en tissu lambda. Et c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas employer, comme cela est devenu très démocratique, de faire des masques en tissu. Il nous fallait un tissu qui protégeait suffisamment pour qu'il soit de catégorie 1 afin que les personnes les plus à même d'être au contact avec d'autres personnes dans leur métier professionnel puissent être protégées, puisqu'il y avait validation derrière de la Direction générale de l'armée, puis ensuite la norme AFNOR. Et pour ça, on ne pouvait pas utiliser des chutes de tissu. Mais du coup, aujourd'hui, ce serait envisageable? Ou vous allez rester sur la DGA et l'AFNOR? Non, sur nos masques, on restera sur des masques AFNOR et DGA. En revanche, sur l'upcycling, c'est un gros projet qui est derrière en cours. Très bien. Est-ce que vous avez pensé à la filière de recyclage de ces masques? Bien sûr. Maximilien, je te laisse. Oui, alors on a deux choses. On a... En fait, c'est quand on parle là sur les tissus qu'on a aujourd'hui, on est sur des tissus avec des propriétés qui sont quasi médicales en termes de filtration de bactéries et de respirabilité. Et donc, on a, avec un partenaire qui nous accompagne sur le sujet, on est en train de penser justement à comment est-ce qu'on récupère les masques à minima qu'on a vendus, c'est-à-dire on a vendu... je ne sais pas, une entreprise en a acheté 20 000. Comment est-ce qu'on met à disposition dans cette entreprise un conteneur qui peut récupérer les masques usagés, tout ça en respectant les normes sanitaires, avec donc des processus de décontamination, etc., qui va peut-être un petit peu quand même au-delà de notre métier de base, on va dire, et notre expertise textile. Mais oui, on y pense et on est en train de le monter maintenant. On est en train de le monter maintenant, d'autant plus que en France, c'est vendu et c'est distribué un certain nombre de millions de masques, et pas juste les nôtres. Et donc, en fait, on a l'espoir ensuite non seulement de récupérer nos masques, mais aussi les masques après, par exemple, à usage unique, ou les masques jetables, qui ont des propriétés en fait similaires en termes de matière, comme les nôtres. D'accord. Donc, c'est en cours. Et c'est en cours et ça va arriver bientôt. Et c'est complexe parce que moi, je me posais la question même de la collecte parce qu'on ne peut pas les jeter comme dans les boîtes classiques de dons de vêtements, j'imagine. Ah non, pas du tout. Oui, c'est ça. Pas du tout. Mais et après, il y a des règles aussi de bon sens, c'est-à-dire que on lave aussi nos masques aujourd'hui pour qu'ils soient réutilisables. Et par exemple, le Covid-19 meurt à plus de 60 degrés. Donc si vous lavez un masque avant de le jeter, admettons, dans la poubelle jaune où il peut être recyclé, ça peut être possible, mais ça n'enlève pas ça réduit pas le risque à zéro. Donc il y a une vraie problématique derrière de si la personne n'a pas lavé son masque à bonne température, la bactérie peut toujours exister. Et donc non, on va pas la mettre dans un point relais, auquel cas elle contaminerait tous les vêtements dedans. Si c'est connecté le lendemain, auquel cas, donc il y a ces problématiques-là auxquelles il faut aussi penser. J'ai encore 2 questions. C'est une citation. J'ai vu aux nouvelles que plusieurs entreprises textiles ont beaucoup d'inventaire de tissus pour produire des masques, car la concurrence offre le produit le moins cher. Comment gérez-vous cette situation? Les tissus étaient valides. Je voulais que je la relise. Oui. Ouais. J'ai vu aux nouvelles que plusieurs entreprises textiles ont beaucoup d'inventaire de tissus. Et en fait, ces entreprises souhaitent que ce tissu soit utilisé pour produire des masques, car la concurrence offre le produit le moins cher.
Comment gérez-vous cette situation? J'imagine que c'est peut-être sur la surproduction de masques. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Bah, en C'est ça fait, que je comprends. ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On a justement, donc ce matin, Guillaume Gibault a parlé. Là, nous, on lance une grosse campagne de sensibilisation. Le souci qui s'est passé, c'est que, et j'ai eu encore écho, malheureusement, de très grands groupes, même français, qui demandent à leurs employés d'utiliser des masques jetables. Ce 5 centimes a été plafonné, qui dure 4 heures, plutôt qu'utiliser un masque lavable 20 fois et qui en plus permet de soutenir l'emploi. Donc aujourd'hui, on va dire, si on devait résumer, il y a deux grands mouvements en France. Il y a le mouvement qui a été lancé par le ministère de l'Économie avec le CSF et Guillaume, et qui ont plutôt rallié uniquement les PME non inclusives et le luxe. Et de l'autre côté, le projet Résilience, qui est un projet beaucoup plus inclusif, vous l'avez bien compris. Et c'est notre, je vais dire malheureusement, mais ça reste une coalition, donc on va voir, nous, de notre côté, comment est-ce que ça peut être appuyé même au niveau des… Quand je parle des politiques, je ne parle pas des partis politiques, je parle de juste la politique dans le sens gardien de la cité. Comment est-ce qu'on fait pour se dire qu'il est beaucoup plus intelligent, mais même pour la protection de nos écosystèmes et de nos enfants et nos petits-enfants, d'utiliser un masque lavable? Parce que vous avez vu les nouvelles de Pékin, il y a une vague 2 qui arrive, ils sont en panique générale. Je pense que les masques, on va en porter longtemps, même si effectivement, enfin, moi j'habite Paris, je vois bien que dans la rue, il y a peu de gens qui en portent. Mais cette surproduction, malheureusement, on a besoin aussi que la coalition soit forte et qu'on soit une véritable unité pour que l'on donne des messages forts, porter des masques lavables, et puis s'ils peuvent être produits en France, c'est encore mieux. Donc, la façon dont le gérer, c'est nous qui communiquons un maximum et faire en sorte qu'on arrête cette hérésie. Parce que, enfin, moi, dans la rue, je ne vois que des masques jetables par terre, quoi. Tout à fait. Ensuite, concernant vos prochains produits, par exemple les t-shirts, comment vous positionnerez-vous vis-à-vis des marques qui font déjà du Made in France et qui partagent des valeurs communes avec résilience? Alors aujourd'hui, des marques Made in France qui font des t-shirts, il y en a effectivement un certain nombre. La seule différence, c'est qu'il n'y a aucune marque qui aujourd'hui peut se targuer que dans son processus de fabrication du t-shirt, il a travaillé dans la chaîne avec l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas, il y en a peu sur des petits volumes. Donc, l'objectif, c'est soit de collaborer ensemble. Nous, on est une fédération. En fait, si on doit résumer le projet Résilience, c'est une fédération d'acteurs et c'est un label. Donc, on n'est pas des concurrents, on doit travailler ensemble. La force que nous avons avec Résilience, c'est que nous avons des réseaux, comme je vous l'ai dit. On ne s'est pas retrouvés à 40 en Zoom, chacun de notre côté par hasard. C'est que chacun a des réseaux suffisamment forts pour pouvoir faire exister demain un t-shirt fabriqué en France, en tout cas avec un impact faible sur nos écosystèmes, et qui soit capable d'avoir des volumes. Parce que la problématique, et moi, c'est quelques années que je travaille dessus, et mon ancien associé encore plus, c'est qu'il y a une myriade de petites marques qui se créent. Alors, sans parler des gros, d'Armand Luxe, ou même, mais aujourd'hui, c'est avoir une force et avoir un t-shirt qui ne sort pas à 40 € en prix de vente. Parce que finalement, le Made in France, aujourd'hui, n'était même pas inclusif dans son prix de vente. Si on était parisien, qu'on habite dans le 4e, le 3e, et on se dit, c'est un engagement fort que l'on peut avoir, mais parce qu'on peut se le permettre. Le Made in France que l'on propose, c'est un produit aussi qui est démocratique. Et c'est ça qui est important de retenir. Nous, notre vœu, et c'est toute la structuration de pricing qu'on est en train de mettre en place, c'est avoir un t-shirt blanc qui soit capable de concurrencer un t-shirt qui vient du Portugal ou de Turquie. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Et la dernière question, parce que ça y est, c'est l'heure. Si l'on souhaite échanger avec vous pour renforcer ou soutenir le projet Résilience sans être un artisan ou sans faire de la production du textile, comment on peut vous joindre? Comment on peut vous rejoindre? Voilà. Vous pouvez donner mon numéro de téléphone ou mon email avec grand plaisir.
sur toute la partie communication avec quel que soit, je pense, l'interlocuteur privilégié. Pour les ateliers, c'est plus Sophie, même si on travaille ensemble, qui a l'expertise aujourd'hui au sein du projet Résilience. Mais avec grand plaisir, je réponds à tout le monde avec un délai un peu plus court que sur ces 3 derniers mois. Du coup, sur le site internet de Résilience, on peut trouver vos contacts. Je ne sais pas s'il y a mon contact. Je l'ai fait enlever mon contact direct à un moment, mais s'il y a des personnes qui ont besoin de nous joindre, je pense que tu vas peut-être mettre nos emails. Si j'ai votre permission, oui. Tu as ma permission. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Maximilien. Merci, Carole. Merci, Sophie. C'était vraiment très, très intéressant. Merci d'avoir. Merci, Noémie. Merci d'avoir ouvert la première rencontre de l'été de l'économie engagée au Canot. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'invite les personnes qui étaient présentes sur ce Facebook Live à venir assister à notre prochaine conférence qui est à 19h maintenant, qui s'appelle « Changer de mode, comment passer à la slow fashion » avec Catherine Doriac de Fashion Revolution France, Naila Ajaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette, Majdoul Insbaï, autrice de « Une mode éthique est-elle possible ?» Marie Demegt, excusez-moi si j'ai mal prononcé, de la Confédération européenne du lin et du chanvre, et enfin Samia Larwish de Casa 93. Une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.